Bonjour et bienvenue dans ce numéro 3 des communiqués de Ici et Maintenant, qui aujourd'hui va être consacré au travail. Alors étymologiquement, le travail c'est terrible puisque ça vient du bas latin qui signifiait, tripalium, qui signifiait instrument de torture à trois poutres, tout un programme. Puis vers le XIIe siècle, ce mot est attribué à des termes tels que souffrance, etc. Donc bon, bien évidemment, on ne va pas disserter là-dessus. Nous, ce qui va nous intéresser aujourd'hui sont les deux grandes branches de ce terme générique, qui vont être d'un côté le travail comme besoin naturel de l'homme, et deuxièmement, le travail là comme besoin culturel, c'est-à-dire l'accès à un revenu, l'accès à une possibilité de vie pour satisfaire des besoins et des envies. Voilà. Donc le travail en tant que besoin naturel se définit très facilement. Un exemple y suffit. Par ce mot travail, le travail ça peut être autant le travail ménager que le travail des champs, etc. C'est juste le besoin intellectuel et ou manuel de faire. Action, concrétisation, etc., etc. Pour s'en convaincre, tout simplement, imaginez que vous ayez gagné un mois aux Bahamas et à n'avoir à vous préoccuper que de la couleur de votre maillot de bain et du cocktail que vous allez boire. Comme je le disais à l'instant, un mois c'est le bonheur. Au bout de 3 mois, il y a de fortes chances qu'il y ait beaucoup d'ennuis quand même. Et au bout d'un an, ça devient de la torture. Si vous ne pouvez ne rien faire d'autre qu'être assis à regarder la plage, mais même à être assis à regarder la télé, alors là, on peut tenir un peu plus d'un mois. Mais généralement, les personnes qui passent beaucoup de temps, comme ça, ce qu'on appelle génériquement les fainéants, regardez-les bien dans les yeux et vous verrez que vous n'avez sûrement pas envie de leur ressembler. Ceci étant, je ne leur jette pas du tout la pierre, puisqu'on sait très bien que la fainéantise est un produit culturel, en fait, un gros problème environnemental, un gros problème d'épanouissement personnel, et n'est en aucun cas lié au départ à l'envie, au besoin de travailler. La preuve en est, mais j'y reviendrai vers la conclusion, il suffit d'observer les enfants, tous les enfants du monde, et on voit bien qu'ils ont envie de faire. Ils n'ont pas du tout envie d'être des espèces de larves amorphes. Donc stop à cette idée-là, ça ne marche pas. Donc l'être humain a besoin de travailler pour son épanouissement. Maintenant, c'est la définition effectivement du travail qui est à revoir. La preuve en est, c'est que le matin, quand vous partez pour votre poste de travail, là, on vous souhaite bon courage. Par contre, si c'est le week-end et que vous ne travaillez pas, là, on va vous dire bon week-end. La nuance est pas subtile du tout, d'ailleurs. La nuance est très clairement annoncée. Alors, pourquoi ce poste de travail nous fait-il autant de soucis? Déjà parce qu'effectivement, notre vie en dépend. C'est-à-dire que la vie, on vous la donne, après, il faut la gagner. Sous-entendu, il faut aller travailler pour avoir une rémunération. Alors, on pourrait se dire qu'il y a deux nuances. Il y a le travail servitude, qui est une chose, et puis il peut y avoir le travail choisi. Bien souvent, on pense aux artistes, à des gens comme ça, etc., etc. Alors, c'est sûr que dans l'absolu, travailler à écrire des livres ou à faire de la chanson, du théâtre, du cinéma, je ne sais quoi, quand c'est juste du bonheur, c'est très bien. Mais si c'est votre source de revenus, alors il y a forcément des contraintes. Voilà. Au-delà de la servitude, il y a les contraintes, les obligations qui vous mettent en fait à défaut. C'est-à-dire que n'importe quel écrivain, n'importe quel artiste est constamment sous pression parce qu'il lui faut sortir un nouveau livre, parce qu'il lui faut sortir un nouvel album, parce que. Voilà. Constamment, des personnes qui vivent également de votre production de travail vont vous mettre une espèce de pression. C'est pour ça qu'il y a servitude, parce qu'il y a forcément obligation de résultat. Donc l'individu, là, n'est plus vu en tant que personne, mais en tant que poste de travail. Et ça fait une grande nuance. C'est-à-dire que la reconnaissance, ce n'est pas vous et votre savoir, c'est votre capacité à faire gagner de l'argent à autrui. Et le patron aussi est dans le même cas. Il ne faut pas croire que ça, c'est juste la place de l'ouvrier, de l'employé ou de l'artiste. La personne qui vous embauche, elle aussi, a une obligation de résultat si elle veut rester compétitive sur le marché, etc., etc. Donc nous sommes tous, en fait, dans cette obligation, dans cette servitude liée au travail. Comme je l'ai dit tout à l'heure, pas le choix, hormis pour quelques nantis, là ils sont vraiment pas nombreux, qui naissent avec suffisamment d'argent pour ne pas avoir à réfléchir à cette notion de
servitude au travail. Par contre, même eux, on se rend compte qu'ils travaillent tout simplement parce que sinon leur vie devient très vite un non-sens. Donc je ne vais pas rentrer dans cette catégorie que l'on appelle les privilégiés, mais qui sont quand même d'une façon ou d'une autre relativement assujettis à une forme de travail, parce que aujourd'hui le travail c'est la reconnaissance sociale. Au-delà de ça, c'est la stratification sociale même qui en dépend. La preuve en est, c'est qu'au-delà de, comme je l'ai déjà dit sur une vidéo précédente, au-delà de votre identité personnelle, le je suis qui vous définit en tant que sexe, âge, etc., très vite on en arrive à votre profession. Voilà. Donc, souci avec cette notion. Que pouvons-nous voir au cours de l'histoire? Eh bien, cette notion a énormément évolué. Si on prend avant 1850, donc je prends souvent cette frontière tout simplement parce que nous avons changé de secteur d'activité ensuite. C'est-à-dire qu'avant 1850, 75% de la population active, je prends en France, mais c'est valable pour l'Europe. Donc 75% de la population active était essentiellement dédiée au secteur premier d'activité, qui est l'agriculture, l'élevage, etc. Puis ces gens sont partis ensuite sur le secteur, après 1850, sur le secteur secondaire, qui est donc l'industrie. Donc avant 1850, en gros, le temps de travail était réglé, j'allais dire par la pendule, et même par la pendule dogmatique, puisque en gros on travaillait des matines, donc le clocher du matin, les cloches du matin, jusqu'aux vêpres le soir. Même bien après, puisque lors des veillées, on continuait de faire certains types de travaux qui ne demandaient pas forcément un gros éclairage, du genre équeuter les haricots, écosser les pois, ou je ne sais trop quoi. Tout ça au milieu des contes des anciens, contes qui souvent avaient sujet effectivement également à la vie d'avant et au travail, à cette servitude du travail. Donc le travail est ancré, cette notion de travail est ancrée depuis très très longtemps. Alors on pourrait me dire oui, mais avant 1850, le rapport à l'argent n'était pas du tout le même. On travaillait beaucoup, bien évidemment, mais on n'était pas salarié tel qu'on a pu l'être après 1850, avec l'avènement de l'industrie. Il n'empêche que c'était l'accès aux ressources. Alors même si l'argent en tant que monnaie était beaucoup moins présente, l'échange, il y avait déjà des coopératives et il y avait l'échange même de matériaux, etc. Donc on était quand même dans un rapport à l'argent, sinon on n'aurait pas travaillé autant. Et on peut s'apercevoir que ce temps de travail a décliné de plus en plus jusqu'à aujourd'hui, si on prend en France, les 35 heures. Donc on est passé en gros on va faire une moyenne mal cotée de 12 heures, donc des matines jusqu'aux vêpres, donc la moitié de la journée, sur 6 jours, voire 7 jours par semaine, avec quelques jours d'arrêt qui étaient les jours de festivité ou des jours religieux, jusqu'à aujourd'hui 35 heures, 5 jours par semaine, donc et un temps de travail quotidien qui rarement excède 7 heures. Je dis rarement, bien que de plus en plus toutes ces notions sont chamboulées, remises en question, etc. L'annualisation du temps de travail a changé pas mal de choses. Mais tout ça pour dire que quand même, en règle générale, le temps de travail, et ça quasiment de partout sur la planète, sauf dans des pays vraiment dans des conditions de pauvreté terribles, sinon le temps de travail diminue. Alors après on peut dire oui, mais la France c'est pas un bon exemple, les gens y travaillent moins, la preuve ils ont plus de jours de congé, etc. Oui, mais en règle générale, si on regarde par rapport aux autres pays dits civilisés, les autres pays d'Occident, leur temps de travail quotidien est généralement moins long que le nôtre. Par contre, ils ont moins de jours de congé. Bon, tout ça, ça s'équilibre plus ou moins. Donc, en partant de ce constat que le temps de travail diminue, on pourrait se demander pourquoi. Je l'ai développé également dans une autre vidéo, tout simplement parce que la machine, la technologie a remplacé le temps de travail humain, qu'il soit manuel ou intellectuel. Et avec l'avènement de plus en plus de l'intelligence artificielle, on remplace de plus en plus le travail même intellectuel par des machines. Tout ça pour dire que ce travail, il va disparaître. Les deux conséquences terribles, la première c'est que pour l'instant, et depuis quasiment 9000 ans, nous ne savons pas vivre autrement. Donc je dis 9000 ans, c'est l'arrivée, on va dire, des premières civilisations, cités, etc. Donc le début de l'histoire, puisqu'avant c'est la préhistoire. Donc on vit dans cet échange qui correspond à de la monnaie, du temps de travail, etc., etc. Et qu'on se trouve bien embêté si d'un coup ce travail explose. Parce que c'est aussi notre reconnaissance. D'où l'intérêt du premier facteur qui est faire, c'est-à-dire pouvoir avoir accès tout simplement à concrétiser nos envies.
Lorsqu'on est passé d'ailleurs des 39 heures aux 35 heures, il y a deux grands secteurs d'activité qui ont explosé et des grandes surfaces se sont ouvertes dans le jardinage et le bricolage. Tout simplement parce que ce n'est pas parce que les gens n'allaient plus travailler qu'ils allaient devenir fainéants, ils allaient faire autre chose, c'est tout. Ils se sont mis beaucoup plus à bricoler et à jardiner. Donc ce temps de travail qui est en train de disparaître, c'est-à-dire cette obligation d'aller travailler pour pouvoir gagner sa vie, ce poste de travail est en train de disparaître. Le problème, c'est que si le salaire disparaît en conséquence, nous n'avons plus accès à nos besoins et à nos envies. C'est là qu'est la problématique. Donc ça n'est pas la notion de travail, mais l'accès aux besoins et aux services. Donc c'est cela qu'il va falloir redéfinir. Tout à l'heure, je vous parlais des enfants, donc je vais y revenir maintenant. Donc tous les enfants de la planète, quelle que soit leur culture, leur longitude, latitude de naissance, tous les enfants ont en commun deux choses, ils sont à la fois artistes et scientifiques. Ça peut vous paraître étrange, mais quand on y réfléchit bien, tous les enfants de la Terre aiment jouer, c'est-à-dire chanter, danser, peindre, dessiner, etc., etc., et chercher. C'est-à-dire qu'ils ont 10 000 questions, constamment. Les enfants n'arrêtent pas de poser des questions. Et en fait, on leur apprend peu à peu à oublier, à supprimer ces questions avec l'institutionnalisation. Mais étant petit, voilà. Alors ça va de pourquoi la tomate elle est rouge, question à laquelle d'ailleurs il nous est des fois très difficile de répondre, à c'est à combien de kilomètres le ciel, etc., etc. Mais ils ont toujours plein de questions. Pourquoi la mouche elle vole, etc., etc. Et quand on y regarde bien, en fait, ces questions, ce sont les questions des sciences, des scientifiques. C'est-à-dire qu'à un moment donné, des scientifiques se sont aussi posés ces questions et ont cherché des réponses. Donc tous les enfants sont artistes et tous les enfants sont scientifiques. Après, parce que la scolarisation qui d'ailleurs répond à un besoin de société, hein, c'est-à-dire que l'éducation, à ne pas confondre avec l'instruction, l'éducation est là pour que vous puissiez répondre correctement aux besoins d'une société donnée à un moment donné. Donc on vous forme avec des préceptes premiers, hein, de base, par rapport à une langue, par rapport à des mathématiques, par rapport à un minimum de repères pour que vous sachiez qui vous êtes, donc repères historiques, géographiques, etc. Mais pour répondre aux besoins d'une société donnée à un moment donné. C'est-à-dire que l'école de Jules Ferry est née justement au moment de l'industrialisation pour que tous les petits Français parlent la même langue, aient les mêmes repères. D'ailleurs, dans ce début d'école, il y avait deux choses très importantes, c'était l'hygiène et l'instruction civique, la morale. Tout simplement parce que avec une bonne hygiène, on est en bonne santé, on travaille plus. Et avec l'instruction civique, donc la morale, nous avons tous les mêmes repères et nous allons, et ça n'est pas du tout péjoratif, correspondre au moule demandé pour répondre aux besoins d'une société à un moment donné. Mais ça, toutes les civilisations de tous les temps fonctionnent de cette façon-là. Il n'y a pas eu besoin de l'éducation nationale pour former, entre guillemets, des personnes. C'est-à-dire que si vous prenez un enfant indien de la forêt amazonienne, à un moment ou à un autre, même si cette scolarisation est informelle, on va le former à des repères qui vont permettre la survie de la tribu. Donc voilà, cette histoire pour dire qu'on oublie ensuite notre côté artistique, on oublie également notre côté scientifique, quitte pour certains à le retrouver plus tard, mais à un moment donné pour se former aux besoins premiers demandés par une société. Donc la machine remplace le temps de travail. Ça, c'est clair, c'est net. Dans le secteur primaire, on est passé avant 1850, il y avait 75% de la population active. Aujourd'hui, 2012, on est à peu près à 3% de la population active. De la même façon, sur le secteur secondaire, qui a donc absorbé ces 75% de population, aujourd'hui on tourne aux alentours de 20%. Donc 20 plus 3 du secteur primaire, ça nous fait 23% de la population active. Où sont les autres? Dans le secteur tertiaire. Seulement le secteur tertiaire, les services, aujourd'hui également, on se rend compte que, eh bien, lorsqu'on téléphone, c'est un répondeur téléphonique, c'est plus une personne. On appuie sur dièse, 1, 2, 3, etc.
De la même façon, les caisses automatiques dans les supermarchés, de la même façon, l'autoroute avec la carte bleue, etc., etc. Donc, les services sont remplacés également par la machine. Donc, si nous ne voulons pas devenir totalement fou furieux, il faut se réaccaparer notre temps de travail sans salariat. Temps de travail que nous avons déjà. Quand on regarde le bénévolat, par exemple, en Occident, le bénévolat représente aujourd'hui 1 personne sur 4. Quel que soit l'âge, quel que soit le sexe, quelle que soit la classe sociale. Du bénévolat dans le monde associatif. Donc, pas question d'argent. Et les 3 secteurs les plus représentés, en 1, c'est le sport, donc le bien-être physique. En 2, c'est la culture, le bien-être intellectuel. Et en 3, l'humanitaire, le bien-être des autres. Donc, nous sommes prêts à travailler pour le bien-être, en règle générale, même s'il n'y a pas d'argent. Donc, il serait peut-être intéressant de redéfinir cette notion d'argent liée au travail, puisque le travail sous sa forme pénibilité n'a plus besoin de l'être humain. Pour ça, il existe différentes solutions. Vous pouvez retrouver tout un tas de réponses sur des sites tels que The Venus Project, Civilisation 2.0, etc., qui sont des sites dédiés effectivement à ce type de réflexion et surtout à comment mettre en place une civilisation de l'après-travail rémunéré. Bien évidemment, ce thème se rapprochait assez du thème numéro 2 qui était axé sur l'argent. Maintenant, c'est une antenne, effectivement, de ce thème. Une des propositions actuelles, qui a le plus, on va dire, le vent en poupe, est de proposer un revenu de base, c'est-à-dire que sans aller travailler, on puisse toucher un minimum d'argent qui nous permette de nous loger, de nous nourrir et de nous protéger. C'est pas inintéressant du tout. On verra dans un numéro 3 bis quoi penser de ce revenu de base, ses côtés positifs, ses côtés négatifs. En attendant, je crois que la grande question sur laquelle on peut travailler aujourd'hui, c'est de se demander, est-ce que le travail salarié est encore nécessaire? Je vous laisse réfléchir là-dessus, et ensuite on essaiera de répondre à si l'on enlève le travail salarié, si l'on enlève l'argent, dans quel type de société pouvons-nous espérer nous développer? Et quel est l'intérêt de ce type de société? Je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté, et je vous dis à très très bientôt.